Aujourd'hui, sur la consommation et encore plus la consommation responsable, c'est la question de transparence. Donner toute l'information, être perçu comme authentique, être perçu comme pertinent. Je veux qu'un bien fabriqué localement, il soit pertinent pour moi. À la fois, il m'amène certains éléments symboliques, il rejoint certains types de mes valeurs, mais je veux aussi qu'il ait un impact économique. Et idéalement, si en plus il pouvait avoir un impact environnemental, bah, c'est vraiment le gros lot. Mais là, c'est difficile. Allô Fabien, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien. Je suis contente que tu sois venu nous voir aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer. Tu as même été un conférencier dans le sommet, le premier sommet qu'on a fait sur l'achat local, les produits du Québec. Puis j'ai appris plein de choses dans ta conférence. Puis je me dis, j'ai donc bien des questions à te poser. Fait qu'aujourd'hui, juste pour te présenter, en fait, tu es professeur titulaire à l'UQAM. En fait, depuis combien de temps? À l'UQAM depuis 2012 et avant, j'étais à l'Université de Sherbrooke 2007. Donc, ça fait quand même presque 18 ans là, que je suis dans le milieu académique. OK. Puis tu enseignes principalement quelle matière? Des cours que j'ai créés, donc soit de consommation responsable, soit de marketing à impact positif. Okay. Donc vraiment en lien finalement avec la thématique de recherche depuis le début. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement par curiosité? À la fin du PhD, là, ça a été un choix. C'est sûr que la recherche m'intéresse énormément. Donc ça permet d'allier finalement à la fois la recherche, le transfert de connaissances, puis la partie pédagogique aussi. OK. Puis tu es aussi directeur de l'Observatoire de la consommation responsable depuis? L'Observatoire, on l'a créé en 2010 lorsque j'étais à l'Université de Sherbrooke. Donc c'est ce qu'on peut appeler une cellule d'études et de veille de transfert sur le phénomène de la consommation responsable, donc sur les enjeux liés à la consommation responsable, aussi bien du point de vue de l'offre que de la demande. Donc ça a vraiment été l'objectif dès le départ, avec, lorsqu'on l'a lancé en 2010, le baromètre, qui était l'outil principal. Puis au fur et à mesure, on a développé, parce que notre spécialité, c'est vraiment l'analyse des phénomènes avec des mesures des phénomènes. Okay. Qu'on soit aussi bien du côté de l'offre que de la demande. Donc, il y a eu le baromètre de la consommation responsable, l'indice qui jugeait d'économie de seconde main, des indices sur la communication responsable, des baromètres sur la compréhension de l'éco-emballage au niveau des citoyens. Donc, il y a eu des dizaines de mesures qu'on a mis en place, soit dans des baromètres, soit dans des indices. Les indices étaient un petit peu plus précis. Les baromètres, c'était plus un portrait complet des phénomènes. Puis on fait aussi des rapports pour les gouvernements, les ministères, les villes, les OBNL, en fait, accompagnement stratégique. Et on travaille aussi beaucoup le transfert de connaissances, donc événements, des conférences lorsqu'on peut, les médias, notamment je suis chroniqueur depuis quand même quelques années à moteur de recherche avant les éclaireurs. Puis on a fait quand même pas mal d'outils aussi pour le magazine Protégez-vous, donc des guides, guides sans geste pour la planète, guides sans truc pour faire durer tes objets. Donc il y a vraiment cet objectif-là aussi qu'on a eu à travers l'Observatoire, c'est on collecte, on crée de la donnée et on essaye de la diffuser de la manière la plus large possible aux différentes parties prenantes. Puis comme tu avais beaucoup de temps libre, tu as aussi le Green UX Lab, donc que tu as lancé aussi, je crois. Oui, en fait, suite à une subvention que j'avais obtenue en 2016, qui est les subventions de la Fondation canadienne de l'innovation, ça permet de financer des infrastructures de recherche. Okay. Donc le magasin a été finalisé, je dirais à peu près fin 2017-2018. Donc c'est vraiment un laboratoire de recherche sur l'expérience utilisateur et l'éco-responsabilité. Donc l'objectif, ça a toujours été de regarder, notamment avec les nouvelles technologies ou des technologies qui existaient déjà, comment on peut mieux transférer l'information au niveau de la consommation responsable. Donc on va travailler avec l'Internet des objets, on va travailler avec la réalité virtuelle, on va travailler avec du eye tracking, donc tout ce qui est l'oculométrie. Donc ça ressemble à un magasin. On essaye de simuler au maximum un magasin, on est à peu près dans 700 pieds carrés avec différents types d'environnements. On va retrouver pharmacie, épicerie, on peut trouver mode, etc. Et en fait, on va faire des tests, surtout des expérimentations, mais on va faire de l'observation, participante, non participante. Il y a des caméras. Derrière, dans la salle de contrôle, on peut jouer avec les caméras, on peut regarder vraiment ce que font les consommateurs. Ça peut être des entretiens profondeurs. Et ensuite, essentiellement, le magasin expérimental, c'est pour faire des expérimentations. Donc, mettre en place des protocoles expérimentaux, sachant que ce n'est pas si facile que ça nécessite beaucoup de consommateurs. Et depuis la pandémie, c'est un petit peu plus complexe à faire sortir des consommateurs. Il y a un coût aussi. Donc, on a aussi fait pas mal d'expérimentations à l'externe, donc notamment un coopératif UQAM, centre sportif. Donc, on essaye ensuite aussi, on peut les faire en ligne. Donc, il y a cet objectif-là vraiment d'analyser le phénomène dans un environnement qui peut être le plus réaliste possible, sachant que ce n'est pas un vrai magasin. Mais ça essaye il y en a quelques-uns dans le monde, j'en avais visité un peu dans certains types d'universités ou des firmes privées d'études de marché. Donc, c'est quand même un outil qui continue à être assez intéressant.
Fait que vous l'habillez, c'est ça, aux couleurs du mandat que vous faites. Puis est-ce qu'on reproduit l'ensemble des composantes de magasin? Ou... Oui, on travaille parce qu'on travaille avec des firmes de POS. Donc, il y a vraiment le processus d'achat qui se fait. Donc, oui, il y a vraiment ce passage-là, entre guillemets, qui maintenant se fait de manière automatique, hein, parce qu'on travaille avec des firmes qui travaillent sur le paiement automatique sans qu'on passe forcément à une caisse. Mais oui, il y a l'objectif dans les scénarios qui sont travaillés de simuler le plus près possible un processus d'achat très spécifique en fonction de ce qui est analysé. Parce que des fois aussi, ce n'est pas forcément des processus d'achat. Ça peut être l'impact de la ludification, ça peut être l'impact de transmission de tel type d'information à tel moment lorsqu'on est en train de magasiner. Donc, ce n'est pas forcément que le processus d'achat, c'est vraiment énormément de variables qui sont analysées. Puis encore, à moins que je me trompe, il y a encore un haut pourcentage de décisions qui se prennent sur les lieux de vente, là, habituellement. Mais c'est sûr que c'est assez surprenant. On pense que les lieux de vente, qu'ils soient physiques ou en ligne, ça reste quand même... il y a une dernière étape qui est extrêmement complexe à prédire parce que notamment dans les études, on a des prétentions, on a ce que souvent le consommateur veut faire, dit qu'il va faire. Puis ensuite, sur le moment de l'achat, qu'il soit physique ou en ligne, il y a souvent d'autres informations ou d'autres contextes qui vont faire en sorte qu'il peut y avoir des changements ou tout simplement des biais que ne mentionne pas forcément le consommateur. Moi, j'ai envie qu'on parle d'achat local. C'est sûr, Produits du Québec, c'est une marque de certification pour les produits non alimentaires et tout ça. J'aimerais qu'on commence avec quelque chose d'un peu large. Je pense que tu avais dit, même dans un média il y a quelques années ou quelques temps, qu'il fallait revoir un peu la définition de ce que c'est local. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est assez complexe dans le sens où souvent les médias vont parler de consommation locale, d'achat local. Donc, ce périmètre-là, déjà, est relativement large. Généralement, si on regarde les études, quand on dit la consommation locale, c'est-à-dire qu'on voit à la fois l'achat local et ce qu'on peut appeler le commerce de proximité. Ouais. Donc, un peu le magasinage de proximité. L'achat local, logiquement, si on veut le définir de manière la plus simple possible, c'est l'achat de produits, de biens qui sont fabriqués localement. Ensuite, le pourcentage, la façon, etc., ça ne rentre pas forcément dans les définitions. Mais ce qui est, pour moi, le plus intéressant, c'est de se dire, et on le voit parce que même si on va définir ensemble, même si on va retrouver certains types d'affichage, certains types de programmes plus ou moins réglementés dans le monde, ça reste que les périmètres ne sont pas utilisés de la même façon. Donc, on va avoir un périmètre qui est vraiment axé davantage, finalement, sur la distance, donc entre le lieu de fabrication et le lieu de consommation. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de détaillants, de marques qui vont l'utiliser. On a, tel qu'on le voit avec les produits du Québec ou d'autres programmes dans le monde, c'est-à-dire que ça va être plus le critère, je dirais, d'un comté, d'un État, d'une région, d'un périmètre très spécifique. Et on a aussi cette relation de proximité entre le producteur et le fabricant dans l'aspect plus social. Et ces périmètres-là, en fait, ils vont être utilisés des fois de manière indépendante ou des fois ensemble, ce qui fait en sorte finalement, on promeut plusieurs types de périmètres et c'est normal parce que c'est aussi ça l'achat local, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs critères qui vont rentrer en jeu. Tu as parlé au début de commerce locaux, puis la notion de produits québécois versus commerce québécois, elle est différente dans le sens qu'un commerçant québécois pourrait vendre des produits qui ne sont pas nécessairement québécois. Fait qu'est-ce que tu penses que ces deux dimensions locales-là, une commerçante et une produit, sont aussi importants? C'est un peu le débat qu'il y a eu lorsqu'il y a eu le panier bleu, c'est-à-dire que oui, on peut partir du principe de se dire que la consommation, finalement, pour moi, c'était de la consommation locale, c'est-à-dire qu'on prenait en considération que d'abord, on veut essayer de privilégier les détaillants qui sont dans notre pays, donc dans notre province, et on veut aussi privilégier, si possible, la vente de biens qui sont fabriqués localement. Alors, c'est un peu l'objectif qu'il y avait, de se dire est-ce qu'on peut faire un Amazon du Québec ou etc. Mais là, c'est sûr que c'est plus compliqué en termes de compréhension pour le citoyen. Parce que le citoyen, il se dit, exactement comme tu as mentionné, mais je vais faire du commerce de proximité avec certains types de détaillants, mais ils vendent des produits qui ne sont pas du tout locaux. Donc là va rentrer deux éléments et la question la plus importante pour le citoyen, c'est de se dire, si je vais magasiner auprès d'un marchand local, qu'est-ce que ça apporte finalement à mon économie locale? Exactement la même chose pour les produits qui sont fabriqués localement. Mais si on ne lui apporte pas cette information-là, il faut arriver à lui faire démontrer que peut-être faire du magasinage auprès de ces commerces de proximité, ça peut avoir un intérêt. Et je dirais, il faut dépasser l'intérêt économique, c'est plus sur l'intérêt social et d'éviter la dévitalisation qu'on peut voir en particulier depuis la pandémie dans énormément de villes et d'artères commerciales dans le monde. S'il n'y a plus d'achat de proximité, ça crée une dévitalisation. On voit dans les études, qu'est-ce que ça crée aussi? Ça crée un sentiment de perception d'insécurité aussi. Donc,
le commerce local est extrêmement important. Ensuite, il peut être encore mieux si on va retrouver des produits et des biens qui sont fabriqués localement. Mais il y a aussi cet élément, je dirais, de social et de vitalité des artères commerciales qui sont importantes. C'est intéressant, tu parles de pandémie. Évidemment, ça a eu un gros impact. Puis même nous, les produits du Québec, notre naissance, entre guillemets, c'est juste à la fin de la pandémie. Comment tu as vu, toi, dans ton expertise que tu as, l'évolution de l'achat local dans les dernières années, même avant la pandémie, comment ça a évolué? Bien, c'est sûr que la pandémie, ça a été un point d'ancrage extrêmement fort parce que c'est cette vision-là. Premièrement, il y a une forte notoriété de la dimension parce que la plupart des pays, des autorités gouvernementales ont amené cette notion d'achat local, de production, de rapatriement finalement de la production locale. Il y a eu des investissements qui ont été faits, il y a eu des programmes qui ont été lancés. Donc, c'est sûr que jamais on avait entendu autant parler d'achat local, ce qui fait en sorte que, oui, forcément, il y a eu une évolution. À partir de cette période-là, jamais on a vu autant de consommateurs qui aspiraient à acheter local. Ce qui est très difficile, c'est que pendant cette période-là, forcément, si on voyait un intérêt du point de vue des consommateurs, si on voyait aussi des gouvernements qui poussaient, on a eu une offre qui a beaucoup augmenté. Oui, c'est exponentiel. Donc, dans la même période, donc c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que finalement, on avait une forte augmentation de l'achat local? À la fin, oui, c'est bénéfique parce que si on a une offre qui augmente, ben forcément, logiquement, on a une demande qui suit. Mais oui, on a eu cet élément de reconfiguration, de mise en avant du localisme, de réancrage dans nos économies qui a été beaucoup plus proche. Le local, pendant la pandémie, a rassuré. Donc, il y avait vraiment un lien aussi avec la question sanitaire parce qu'on se disait, en tant que consommateur, si je sais d'où ça vient, j'ai une meilleure idée aussi de la protection sanitaire, etc. Donc, c'est ça qu'on a vu à peu près partout dans toutes les études dans le monde et qu'on voyait ici au Québec. Donc, oui, forcément, pendant en particulier les premiers mois, pendant les périodes de confinement, on voyait, nous, on avait créé un baromètre qu'on avait appelé Conso Covid-19. On collectait de l'information chaque jour pendant les 3 premiers mois, chaque semaine, et ensuite chaque mois, à peu près pendant 6 mois. On voyait véritablement que jamais aussi les citoyens n'avaient été autant sensibilisés, n'avaient aussi pris connaissance de nouvelles entreprises locales qu'ils ne connaissaient pas. Alors, il y a eu un pic, je dirais, entre le mois de mars 2020 et le mois de septembre. Depuis, on est resté à peu près, nous, on continue à avoir les mêmes types de variables qu'on analyse. On voit à peu près, on est au même niveau, à peu près, je dirais 40-45% des Québécois qui disent j'ai découvert, grâce à la pandémie, des nouvelles entreprises. Ça n'a pas trop chuté. Ce qui est un peu plus compliqué à analyser, forcément, c'est est-ce qu'on passe à l'action à partir de ça? Alors oui, il y a une évolution. Parce qu'il y a une évolution, il y a 10-15 ans, l'achat local, il était beaucoup plus dans le secteur agroalimentaire. Ouais. Il était beaucoup plus recherché pour des bénéfices de qualité. Donc, on cherchait quelque chose de fonctionnel et qui était bon. Pendant la pandémie, tout est parti à travers ça. Ça a vraiment été un nationalisme économique. Il y avait vraiment cette volonté-là de se dire, je vais permettre de sauver peut-être des entreprises, ça va bénéficier en économie. Aujourd'hui, on a une certaine évolution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste garder ce nationalisme économique-là, il n'est plus assez fort tel qu'on le voyait 2020-2021. Donc, il faut regarder peut-être, on le voit, de se dire quel type d'impact ça peut avoir, mais on voit que les bénéfices recherchés, aujourd'hui, c'est plus un mélange de cette idée du régionalisme, d'ultra-localité, à la fois d'économique, peut-être de durabilité aussi, de se dire que le produit... On voit un peu le retour de la qualité. Il y en a beaucoup qui se disent peut-être que s'il est fabriqué localement, j'ai peut-être une chance d'allonger la durée de vie de mon produit. Donc, c'est un peu un mélange aujourd'hui qui est un peu complexe à analyser, mais on voit ça. Moi, ce que je vois beaucoup aussi dans les recherches sur les raisons principales d'acheter local, l'économie ressort toujours comme la raison principale. Je ne sais pas s'il y a une différence ou une nuance entre je sais que je dois acheter local parce que c'est bon pour l'économie et j'ai envie de le faire parce que c'est bon pour l'économie. Fait que je ne sais pas, est-ce que tu penses que c'est deux motivations différentes? La dimension économique est quand même relativement récente, parce qu'avant la pandémie, c'est pas ça qui ressortait dans toutes les études. C'était quoi? C'était vraiment, je dirais, c'était la qualité. Il y avait une perception de qualité, et il y avait une perception aussi un peu erronée de critères environnementaux, parce que, je dirais, le consommateur, souvent dans le cycle de vie de production, il regarde les dernières étapes. Donc, il regarde souvent le transport et l'utilisation. Il y a un petit peu plus de difficulté à comprendre la fabrication. Donc, il y avait moins un consommateur, souvent, il se disait, si c'est un produit qui est fabriqué localement, à moins de 100 km, ça va avoir une empreinte environnementale moindre. Or, on sait très bien que c'est à peu près les 2/3 de l'empreinte environnementale qui dépendent de la fabrication. Donc, s'il n'y a pas une fabrication qui est intéressante au point de vue environnemental,
des fois, ça peut être plus intéressant de prendre un produit qui vient de l'étranger. Donc, bon, donc, il y avait un peu ce mélange-là qu'on voyait, différents bénéfices. Vraiment, la pandémie, ça a été le nationalisme économique. Et là, on continue à voir que c'est encore l'économie. Un peu moins fort pendant la pandémie, mais c'est resté une dimension intéressante. Alors après, ce que tu mentionnais, c'est vrai que on le voit dans tous les comportements de consommation responsables. C'est-à-dire que la plupart des consommateurs, on est conscient que aller vers tel type de consommation, c'est un bénéfice spécifique. Après, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va nous motiver. Exact. Par contre, on le sait. On a été informés, on a été éduqués, on a été sensibilisés. Et c'est ce qui a permis la pandémie pour l'achat local, parce qu'il n'y avait pas eu une sensibilisation suffisamment forte. D'abord, il faut qu'on ait une notoriété forte dans certains types de comportements. Ensuite, il faut le comprendre. Et la pandémie, c'est ça qui a permis de faire sur l'achat local. Puis tantôt, tu disais un point qui est intéressant aussi, il y a l'intérêt, puis il y a le passage à l'action. Fait que, tu sais, nous, on mesure l'intérêt parce que c'est la donnée la plus facile à mesurer. Est-ce que vous êtes intéressé à acheter local ou tout ça? Puis c'est une donnée qui ressort tout le temps assez positive dans ce qu'on fait et tout ça. Puis de passage à l'action, bien là, on a un petit peu moins les coups des franges pour le savoir. Moi, je n'ai pas de données de vente, fait que je le demande. L'avez-vous vu? Est-ce que ça a eu un impact et tout ça? Et j'ai envie de savoir si, selon toi, puis je me suis replongée dans le baromètre de l'année passée, parce que il y avait une donnée là-dessus, dans le sens que on parlait des gens qui avaient réduit leur consommation, puis c'était quand même la majorité des gens qui avaient quand même réduit leur consommation, mais les gens qui avaient plus réduit leur consommation, c'était pas au détriment de l'achat local. Oui, mais en fait, il y a une petite nuance, parce que dans la sobriété, il y a deux niveaux, il y a la sobriété contrainte et la sobriété choisie. Donc, dans nos analyses, ce qu'on n'a pas forcément publié au niveau du baromètre, dans nos analyses, statistiquement, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que lorsqu'on est dans une sobriété choisie, donc volontaire, on a volontairement réduit certains pans de notre consommation, il y a un intérêt fort sur l'achat local et un passage à l'action à l'achat local. Dans le cas contraire, et ce qui est relativement logique avec en ce moment, c'est-à-dire que dans une sobriété contrainte, c'est-à-dire que le ménage ou le consommateur n'a pas vraiment eu le choix, moins d'argent, il n'y a pas d'achat local. Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout ce qui concerne le fait maison reste relativement fort. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension là-dessus. Pour moi, ça reste assez logique parce que l'adepte de l'achat local, même avec la pandémie, n'a pas tant évolué sur une quinzaine d'années. On est plus sur un comportement masculin, on est plus sur un niveau d'éducation relativement élevé et on est plus sur des couches entre des guillemets, sociales avec des revenus relativement élevés. Donc, plus âgé aussi, je pense. Plus âgé, on tourne, essentiellement, c'est du 55 ans et plus, mais on commence, je dirais, à partir de 45 ans, à avoir quand même un passage à l'action un peu plus élevé. C'est un des seuls comportements de la consommation responsable qui est plus masculin. J'aime pas forcément genrer les comportements, mais c'est lié à la dimension économique. C'est un des seuls comportements de consommation responsable où la motivation est une dimension économique, est un élément de nationalisme. Donc, il y a moins cet élément de motivation que d'autres types de comportements qui peuvent être plus environnementaux, etc. Donc là, ça n'a pas forcément évolué. Donc là, c'est sûr que pendant l'inflation, c'est normal que pendant la pandémie, on a vu que la sensibilité au prix diminuait légèrement sur l'achat local. Ouais. Mais là, avec l'inflation, on se rend compte que ça redevient assez classique. De toute façon, le prix, sur tout comportement de consommation, qu'il soit responsable ou non responsable, c'est le critère majeur. Donc ça reste quelque chose, et ça a été accentué forcément dans la pandémie. Ensuite, à tort ou à raison, parce que souvent, il y a une perception que certains types de comportements responsables sont plus chers, mais c'est très difficile pour le consommateur de comparer une catégorie traditionnelle versus une catégorie qui a certains types d'attributs co-responsables. C'est pas si facile que ça, mais il peut arriver que ce soit aussi juste un risque perçu, une perception que finalement, c'est plus cher ou que j'en aurais pas assez pour mon argent. Donc ça, c'est aussi... souvent, c'est des risques qu'on doit essayer de décloisonner, on doit essayer de réduire ces irritants-là qui sont des fois peut-être juste perçus et qui ne sont pas réalistes. Mais parlons-en des perceptions, parce que moi, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. L'achat local, puis là, je le prends au sens large, est plus cher. Bon, moi, je suis dans tout ce qui est non alimentaire, puis j'ai pas d'études exhaustives. J'en ai pas vu. Je sais pas si ça existe qui va vraiment dire voici toutes les catégories de produits québécois versus extérieurs. Mais dans l'étude qu'on a fait en janvier, on a pris un très petit échantillonnage de produits non alimentaires qui étaient québécois, évidemment, vérifiés. Et là, on les a comparés avec des produits comparables importés. Puis juste dans cette étude-là,
on arrivait au constat que c'était pas nécessairement plus cher à acheter des produits québécois. Et quand on regarde des biens de consommation courante, c'est pas nécessairement plus cher d'acheter québécois. Est-ce que tu penses que cette croyance-là est appelée à se réduire avec le temps où on est condamné à être perçu comme plus cher? Non, elle réduit parce que dans tous les comportements de consommation responsable, nous on le voit au départ, le risque perçu majeur a toujours été le prix. Souvent, lorsqu'il y a des nouvelles gammes de produits qui arrivent avec des nouveaux types de phénomènes de consommation responsable, lorsqu'il y a des modes aussi, hein, parce que la consommation responsable, il y a différents types de modes qui apparaissent, ce risque perçu-là réduit généralement assez rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'il devient faible, qu'on va avoir un passage à l'action. Donc, généralement, ce qu'on voit dans la plupart des comportements responsables aujourd'hui, c'est que les risques de perception de prix élevés ou les risques de performance sont relativement bas. La question, c'est ensuite, quelles sont les motivations qui vont arriver, quels sont les leviers comportementaux. Mais sur l'achat local, ça va réduire. Bon, au Canada, il y a eu juste une étude sur la partie alimentaire il y a 2 ans, hein, qui a été faite par l'Université de Dalhousie. Je pense que ça arrivait à peu près que... Avec Aliments du Québec? Oui, je pense que ça arrivait à peu près que dans 55% des cas, on était à soit équivalent, soit même une solution locale qui était moindre. Alors, c'est sûr que ces études-là, c'est complexe, ça prend du temps, mais ça permet déjà de démystifier. Hein. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant au niveau de l'achat local manufacturier. Mais je crois qu'il faut davantage travailler sur le narratif du changement comportemental que sur les freins. Parce que les freins, au bout d'un moment, ils deviennent faibles, mais ce n'est pas pour autant, même si on le sait, ça ne veut pas dire qu'on va forcément passer à l'action. Donc, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui, au fond de chaque consommateur ou consommatrice, fait en sorte qu'on peut aller vers tel type de pratique ou tel type de comportement. Et ça, c'est l'enjeu majeur de toute façon de la consommation responsable, c'est les leviers de changement comportementaux. On en sait quelques-uns, on en comprend quelques-uns, mais ensuite, je pense qu'en tant que citoyen, on est tous... on a une dualité aussi hein, dans notre façon de fonctionner, on a des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on va aller dans certains types de comportements dans lesquels on peut se valoriser, d'autres qui sont un petit peu plus complexes. Si on prend le cas de la sobriété volontaire, ben c'est sûr que ceux qui ont la capacité de faire de la sobriété volontaire, ben c'est les citoyens les plus aisés qui ont la capacité finalement de prendre cette sobriété-là comme un marqueur finalement social, de se dire « moi, je suis un consommateur qui a pris conscience du surplus et qui déconsomme volontairement ». Mais il y a très peu de citoyens qui peuvent se permettre de déconsommer volontairement. Donc, il y a aussi cette dualité-là qui est assez complexe aussi aujourd'hui dans la société, et on le voit dans la plupart des élections, c'est-à-dire qu'on a souvent une différenciation entre des citoyens plus urbains, des citoyens plus ruraux, sur des pratiques qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place. Parlons un peu parce qu'on a parlé de la génération la plus sensibilisée ou intéressée, elle est peut-être un peu plus âgée, au niveau de l'achat local. La génération la plus jeune, sans nécessairement généraliser, bien, elle est quand même informée. On a quand même beaucoup d'informations à la disposition de cette génération-là, mais pourtant, on voit l'émergence de sites de surconsommation. Comment on fait pour parler d'une génération informée, mais qui quand même adopte des comportements qui sont... Ben, c'est la génération la plus éduquée, la plus sensibilisée, on le voit hein, dans toutes les études. Sur l'achat local, c'est très typique parce qu'en fait, c'est un des seuls comportements où plus on vieillit, plus on va passer à l'action au niveau de l'achat local. Donc depuis un peu plus de 15 ans qu'on analyse l'achat local, c'est ce qu'on voit. Donc est-ce qu'on peut casser cet effet générationnel-là? Je pense que c'est parce que tout simplement la dimension économique, si on joue que sur la dimension économique, dans ce nationalisme économique-là, on va moins parler aux jeunes générations qui n'ont pas encore cette préoccupation-là. Donc, il y a peut-être un travail, c'est un peu moi ce que j'appelle à chaque fois les myopies du marketing qu'utilisent. On est dans un domaine, on est dans l'achat local et on sait que la motivation c'est ça, donc on va amener cette information-là. Mais cette information-là, ça ne va pas être le choix premier de la plupart de notre clientèle. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait choisir un bien à nos différents segments de consommation et comment on va arriver ensuite à les séduire avec nos critères à nous qui sont peut-être secondaires, tertiaires ou beaucoup plus loin pour eux. Donc, on voit que dans les générations plus jeunes, souvent, on va chercher un produit qui est fonctionnel, un produit qui est cool, un produit qui a une certaine valeur ajoutée. Et ensuite, on peut amener des dimensions qui vont être plus locales, mais c'est beaucoup plus loin. Donc, en fait, je pense des fois, il faut se dire et c'est un peu compliqué parce qu'on est dans un microcosme où on pense que tout le monde fait comme nous, tout le monde a des bons types de comportements, se dire il faut accepter d'avoir un narratif et d'avoir une communication qui va être différente et qui va mettre en avant des attributs qui ne sont pas forcément ceux auxquels nous on voulait d'abord dialoguer.
Mais si notre produit, il est bon, si notre produit, il répond finalement à une demande spécifique en termes de durabilité, en termes d'esthétisme, en termes d'image de marque derrière, on va séduire certains types de clientèle et on s'adresse différemment à nos pionniers, à ceux qu'on sait que c'est la dimension économique et le nationalisme économique qui va plus les intéresser. Mais oui, pour les jeunes, il y a tout un travail à faire. C'est complexe, mais oui, il y a vraiment un travail à faire de peut-être amener vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment par un produit qui va plus leur ressembler. Donc, vraiment aller vers quelque chose qui est beaucoup plus cool pour eux et qui répond à leurs attentes du moment parce que c'est aussi générationnel. Plus on avance dans la vie, plus on va avoir des modes de consommation qui vont évoluer. C'est un cool et local. Le cool et local peut très bien aller. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est qu'il faut qu'on fasse des produits à valeur ajoutée. Donc, si on est capable d'avoir un produit qui répond à certains types de critères environnementaux, qui en plus est un produit qui est fabriqué en partie ou complètement localement, et qu'en plus il répond aux aspirations des consommateurs qu'on va cibler, ben là c'est sûr qu'on va avoir plus de chances finalement de trouver notre type de marché. Mais oui, il y a cet élément-là aujourd'hui. Alors après, la difficulté, c'est sûr que si on est un fabricant, on se dit s'il faut que j'ai des critères environnementaux, s'il faut que j'ai des critères locaux, etc., c'est sûr qu'à la fin, mon produit peut peut-être avoir un coût un peu plus élevé parce que j'ai essayé de répondre à peut-être beaucoup d'aspirations. Et après, la question, c'est que il y a beau avoir des études sur la valorisation économique, nous, on n'en fait plus parce que, en fait, il n'y a pas de... Statistiquement, ça ne marche jamais de se dire on est prêt à payer tant de pourcentage. C'est lorsque le consommateur passe à l'action, il n'a pas du tout la même réaction que lorsqu'il a fait une prétention. Le 10 ou 15%, par exemple, souvent, il n'y a pas trop de perception lorsqu'on va le tester expérimentalement, mais lorsqu'on est dans la réalité de l'achat, peut-être que c'est un peu plus d'importance. Donc, c'est souvent ça, je dirais, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Les études sur la sensibilité au prix, elles sont très difficilement vérifiables. Fait que ce qui est déclaré versus ce qui se passe réellement, on est... Okay. Oui, parce que généralement, les études de sensibilité au prix, on fait de l'expérimentation et souvent, le consommateur a du mal à voir la réalité, finalement, de cette différenciation de prix. C'est pas la même chose que lorsqu'on rentre vraiment dans le processus d'achat. Puis ensuite, c'est sûr qu'il y a une différence aussi lorsqu'on est dans des produits peut-être alimentaires et des produits manufacturiers, surtout lorsqu'on rentre dans des catégories plus moyenne gamme et haut de gamme. C'est pas les mêmes types de tarification. Donc, c'est sûr qu'un 5, 10 ou 15%, on va plus le ressentir sur certains types de biens versus que certains types classiques. Bien, on vient... Fait que là, tu pètes ma balloune. On vient de faire une étude... Non, mais on vient de compléter une étude qu'on a fait conjointement avec APECO, entre autres, puis on regardait là-dedans, au lieu de demander aux gens combien seriez-vous prêts à payer de plus pour un produit québécois, parce que, tu sais, en toi et moi, je ne sais pas à quoi tu penses. Tu penses-tu à un crayon? Tu penses-tu, 1%, ça ne veut rien dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé les répondants à une image d'une catégorie de produits. On dit, imagine-toi, tu dois t'acheter un meuble dans cette catégorie-là, et là, tu dois choisir parmi les choix qui sont exposés en dessous. Puis là, il y avait un algorithme qui changeait, bien sûr, et tu avais toujours un prix et une provenance. C'était les deux seules choses que tu avais à choisir. Fait qu'il y avait Chine, il y avait États-Unis, il y avait Québec sans label, puis tu avais nos 3 marques de certification qui étaient là, en alternance, avec des prix qui changent et tout ça. Puis ce qui m'avait surpris dans les conclusions de cette étude-là, c'est que les écarts de ce que le consommateur était prêt à payer de façon déclarative, bien sûr, étaient quand même significatifs. Là, on parlait de 22 à 71 % versus la Chine, toutes catégories confondues. Fait qu'évidemment, un meuble était plus dans le 22, puis un produit de consommation courante plus dans le 71 % Fait que je m'étais dit, c'est intéressant. Puis quand tu prenais juste les marques certification versus une fleur de lys, tout simplement, c'était 10 % d'écart. Fait que moi, j'étais bien contente de ça. Je trouvais ça très intéressant de le mesurer. Ce que tu me dis, c'est mais tu sais, attention. Mais c'est important. Premièrement, les expérimentations, c'est très complexe à faire. C'est sûr que plus on va... Sur l'achat local de produits manufacturés, c'est impossible de le voir dans son ensemble. Ça ne peut se travailler que sur des catégories. Et ça va varier selon les catégories. Donc déjà, c'est extrêmement complexe parce qu'on ne peut pas tout expérimenter. C'est difficile. On a fait 7 catégories. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme les intentions d'achat. De voir qu'il y a une courbe croissante, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à acheter, ça, c'est positif. Et ensuite, de voir que la sensibilité au prix, elle est intéressante aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un phénomène intéressant derrière. On voit qu'on intéresse, on voit qu'on serait prêt. Après, c'est le passage à l'action qui est extrêmement complexe. Donc, de voir comment on arrive, si on prend le secteur du textile, c'est extrêmement compliqué parce que, oui, le consommateur, dans les études, il peut valoriser
l'achat local de certaines catégories de pièces. Mais si on essaye de regarder, après, il faut essayer de comprendre, par exemple, juste sur le textile, l'ensemble de son comportement, par exemple, sur une année, tous les types d'achats qui ont été faits, entre du fast fashion, entre, par exemple, de l'achat local, entre du seconde main, etc. Il faut essayer de comprendre, finalement, comment son portefeuille d'achat, il est réalisé, et on va se rendre compte que, selon certaines catégories même de textiles, il ne va pas avoir le même type de comportement. Il peut valoriser dans certains cas l'achat local, mais juste sur certaines pièces, certaines catégories. Et dans l'autre cas, il va maximiser la fast fashion, acheter des chandails à 5 $ ou moins, etc. Donc la difficulté, c'est que même quand on fait des expérimentations, on est dans un micro-phénomène. Ouais. On n'arrive pas à comprendre. Il faut juste s'analyser même soi-même. Essayer de comprendre, nous, comment on consomme en tant que consommateur et se dire, ben oui, c'est vrai, dans certains cas, j'ai valorisé l'achat local pour telle ou telle raison. Et puis, dans d'autres cas, pour telle ou telle raison, je ne suis pas allé vers l'achat local. Donc, et là, la difficulté, c'est qu'on n'a quasiment aucune étude où on est capable de comprendre tout ça. C'est trop compliqué à le comprendre. Mais on a quand même des pistes, on essaye de voir, et c'est les catégories. On ne consomme pas du tout de la même façon des meubles fabriqués au Québec que des vêtements fabriqués au Québec. Ou que ça. Donc, c'est complètement différent. Et puis, il va y avoir des critères autres qui vont rentrer, des bénéfices autres qui vont être recherchés aussi. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est quand même intéressant déjà de savoir que dans certains cas, il pourrait y avoir une volonté plus élevée. Ensuite, ben, ces données-là, il faut arriver à les amener dans la mise en marché. C'est-à-dire, je suis prêt à payer, mais pourquoi? Oui, parce que je sais que c'est un produit fabriqué au Québec, je sais qu'il y a ce type d'affichage-là, mais peut-être que je veux d'autres informations. Et c'est là la complexité. Puis c'est là la complexité de choisir aussi. Parce que, tu sais, on parle de labels, entre autres. Là. Nous, on en a 3. Mais il y a B Corp, je pense qu'il y en a un d'économie circulaire aussi maintenant. Je pense que... Fait que là, une entreprise qui fait tout bien, là, qui fait toutes ces belles choses-là, puis comment prioriser lequel, là, parce qu'il y a un... Comment qu'on fait pour pas trop en donner au consommateur puis lui donner le bon, si ça devient un choix impossible? Bien, c'est sûr que c'est complexe, parce que si on prend juste des produits alimentaires ou si on est dans le manufacturier, tout ce qui est produits entretien ménager, cosmétiques, etc., on tourne sur des emballages entre 10 et 15 types d'affichage qui peuvent être des labels, qui peuvent être des allégations, qui peuvent être des signes qui ressemblent à des labels, des images, etc. Donc 10 à 15 informations en moyenne, sans compter les informations sur les matières, les produits. Donc du coup, c'est de l'info-obésité pour le consommateur, parce que c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a la question de hiérarchisation. Mais ça, il faut qu'en tant que manufacturier, je connaisse bien ma clientèle. Il faut que je puisse l'analyser, que je sache exactement c'est quel type d'allégation, c'est tel type de critères qu'elle recherche en priorité. Donc, il faut hiérarchiser ces informations. Et là, on va voir aussi que même il y a certains manufacturiers qui vont mettre le même label à plusieurs endroits, parce que sur les tablettes qui vont être achetées ou même sur l'affichage en ligne, on voit généralement une seule facette. Ça ne veut pas dire que le consommateur, sinon on passerait des minutes et des minutes pour chaque type de produit, mais nous, c'est des choses qu'on va analyser, comment le consommateur il va prendre le produit, où c'est qu'il regarde, et généralement, ça se fait quand même de manière assez rapidement. Sauf, notamment, c'est ça qui est intéressant pour l'achat local, les consommateurs plus âgés prennent un peu plus de temps pour aller rechercher de l'information. Mais oui, c'est très compliqué parce qu'il faut arriver à comprendre, et là, en plus, si on rajoute, lorsqu'on est dans du commerce physique en particulier, on va avoir d'autres types d'affichages qui sont amenés en rayon, qui peuvent être amenés par le détaillant, qui peuvent être amenés par les marques dans certains types de programmes, et même en ligne, parce qu'aujourd'hui, on va retrouver aussi des façons d'encadrer, de hiérarchiser les produits en ligne. Donc oui, ça devient... avoir l'attention du consommateur est assez complexe. Je pense qu'il faut choisir, il faut limiter de toute façon, toutes les études le démontrent, au niveau de... Le but d'une certification, c'est quoi? C'est que c'est le détenteur de la certification, donc là, ici, on est dans un organisme, qui a l'information. C'est Produits du Québec qui sait que ce produit, avec les 3 niveaux, il sait qu'il a l'information. Il veut la donner au consommateur. Donc ça, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle véritablement, c'est la théorie du signal d'information. Moi, j'ai l'information, le consommateur, il la veut. Je vais lui donner sous forme de label, avec différents types de niveaux, qu'ils soient niveau 1, niveau 2, niveau 3. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, comme on a un marché qui est surlabellisé, on arrive des fois au contraire de ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on utilise la certification pour choisir, on amène finalement à une confusion parce que trop d'informations, trop de labels, trop d'allégations fait en sorte que finalement le consommateur il va se détourner et il va peut-être être attiré par des signaux des fois un peu plus simples qui vont être juste des terminologies
Et là, on l'éloigne finalement de la bonne information qu'on voulait lui donner. Et là, on va avoir des fabricants ou des marques qui vont un peu surfer sur ça parce qu'elles vont sortir les mots-clés que recherche le plus le consommateur. Elles vont le mettre sur les emballages, elles vont le mettre en ligne, etc. Parce que finalement, ça devient trop compliqué. Si c'est trop compliqué, on perd ce qu'on voulait faire dès le départ. Mais c'est un phénomène que, même si j'écarte les autres types de certifications, je vais penser juste à l'achat local. Nous, on le voit, c'est-à-dire qu'il y en a de la fleur de lys. Du fabriqué, du peu importe, il y en a énormément. C'est un des défis de positionner des labels de certification, des marques de certification avec des définitions claires, des vérifications à travers tout ça. Parce que le consommateur est déjà exposé à une marque d'identification locale. Fait que moi, quand j'ai vu dans le baromètre qu'on avait été cité dans les marques les plus responsables, je me suis dit, ma première réflexe, j'étais super contente. Je me suis dit, on fait quand même un travail d'éducation. Après ça, je me suis dit, ouais, il y a peut-être aussi un peu de confusion derrière l'attribution de ce que le consommateur voit. Peut-être, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, arriver comme là, on est vraiment dans une marque de certification, en plus que généralement, la plupart des marques de certification ont une notoriété relativement faible. Bon, à part au Québec, nous, toutes celles qu'on teste, c'est sûr qu'Aliments du Québec est certainement la certification qui avait eu le plus de notoriété. La plupart des autres certifications dans le milieu éco-responsable ont énormément de difficultés à se faire connaître auprès des consommateurs. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas de compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, ensuite, on ne passe pas à l'action parce qu'il faut de la notoriété, de la compréhension et de la confiance et de la crédibilité. C'est ce qui, à la fin, va faire que je vais choisir la certification. Donc, la marque de certification, l'année où elle est lancée, très peu après, quelques mois après, soit mentionnée comme une marque perçue comme responsable, ça veut dire que la notoriété a été rapidement très élevée. Ensuite, nous, ce qu'on remarque, parce qu'on fait beaucoup d'autres études sur le lien entre, notamment sur la pertinence des marques, on se rend compte que ce sont les marques qui ont la notoriété les plus élevées, qui sont perçues comme les plus responsables et les plus pertinentes. OK. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'elles soient responsables. Non. Donc, c'est exactement la même chose que la définition d'un produit local. À la fin, c'est la perception du consommateur. Si le consommateur il perçoit que c'est local, c'est lui qui va avoir sa perception. La même chose sur la perception d'une entreprise ou d'une marque qui est responsable. Par contre, on le voit, nous, depuis 15 ans, il y a quand même un phénomène avec 2 marques qui ressortent très fortement depuis le début, qui sont citées chaque année. Donc là, ça veut dire que ces marques-là, elles ont atteint suffisamment de notoriété pour être perçues comme responsables. Mais ce qu'on voit, c'est que ça s'effiole en 15 ans, on voit on tourne entre 30 et 40% chaque année des consommateurs québécois qui sont capables de citer une marque, ce qui est très faible. Donc ça veut dire une marque responsable? Ouais, c'est très faible. C'est très faible, ça veut dire que c'est là qu'on voit toute la problématique de la mise en marché et de la communication de ces efforts. Alors c'est parce que gérer sur le long terme, il y a 2 explications majeures. Premièrement, il y a un cynisme très fort des consommateurs. Dès qu'on communique sur des attributs plus éco-responsables, mais ça peut être aujourd'hui même sur la diversité, etc. Donc, on a des citoyens qui veulent qu'on leur donne de l'information. Ils sont très preneurs parce qu'ils disent « c'est pas assez transparent, j'ai pas assez d'informations ». Mais quand on communique l'information, ils sont d'emblée très cyniques et vont d'abord se méfier. C'est ce qui rend extrêmement complexe pour les marques l'affichage et la communication, parce que si tout de suite on se dit « ah mais je ne veux pas être cru », c'est se dire « qu'est-ce que je communique ? Comment je le communique ? Et qu'est-ce que vraiment a besoin de savoir le citoyen pour qu'il ait confiance en ce que je lui dis ?» Donc, c'est là qu'on est vraiment aujourd'hui un peu dans ce phénomène-là qui est à double tranchant. Et beaucoup d'organismes ont de la difficulté et se disent peut-être que je vais attendre d'être dans le processus complet, peut-être que je vais expliquer pas à pas ce que je fais, mais les marques qui réussissent, souvent, c'est celles qui sont les plus transparentes. C'est-à-dire qu'elles expliquent ce qu'elles font, ce qui marche, ce qui n'a pas marché, puis comment, au fur et à mesure, elles sont humbles parce que je pense qu'on ne peut pas dire, c'est comme nous en tant que consommateurs, on ne peut pas dire qu'on est des consommateurs responsables. On l'est dans certains pans de notre consommation, on ne l'est pas dans d'autres, pour telle ou telle raison. Mais oui, c'est très compliqué, mais le fait que, de toute façon, on avait testé aussi la notoriété, je me rappelle, à la fois du panier bleu, à la fois des produits du Québec, elle était extrêmement élevée. Et c'est normal parce que les autorités publiques, entre guillemets, ne parlaient pas que de ça, mais à part l'impact sanitaire, on ne parlait quasiment que de l'achat local. Donc c'est sûr que, mais c'est extrêmement positif pour l'achat local parce que ça amène une dimension intéressante. Et donc forcément, maintenant, pour les produits du Québec, c'est arrivé finalement à mobiliser cette notoriété-là pour passer au niveau suivant. Parce que là, ça veut dire que j'ai la notoriété suffisante pour dire,
Ben, le consommateur, c'est un produit du Québec, c'est un produit qui est identifié avec cette certification-là. Ça, c'est vraiment la première étape, mais la plupart des certifications n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas une autorité suffisante pour l'expliquer. Ensuite, ben, c'est arriver à faire les étapes plus difficiles, c'est-à-dire faire la compréhension des 3 niveaux, qu'est-ce qu'il y a derrière, et ensuite aussi apporter une information supplémentaire que va rechercher le consommateur, aller au-delà finalement de des 3 marques de certification, aller avec un chiffrage ou des données ou certains types d'informations, parce que là, on a notre niche, maintenant, il faut aller chercher un peu plus et peut-être rassurer aussi notre niche de consommateurs qui se disent que c'est un produit du Québec, donc je suis content, mais je veux voir véritablement ce que ça permet de faire. Il y a quand même, je lisais une étude, je pense que c'est Deloitte, je ne me souviens pas, qui disait que même il y avait un haut pourcentage de gens qui ne croyaient pas les allégations. Qui étaient en mode où justement, peut-être qu'il y en a tellement, puis à un moment donné, ben, je manque de capacité, je ne peux pas toutes les comprendre, fait que je n'y crois plus. Là, on tourne à, je dirais, nous, souvent, on voit dans nos études du 60-70% qui n'ont plus du tout confiance aux différents types d'allégations, en particulier les allégations environnementales, parce que ce sont celles qui ont été le plus biaisées. Greenwashing. Oui, et puis le greenwashing, c'est complexe parce que souvent, ça provient même de PME qui sont très engagées, qui ont fait des produits extrêmement de qualité, mais qui font des maladresses dans la manière de communiquer, parce que c'est très compliqué aussi d'arriver à communiquer correctement. Donc, des fois, c'est pas forcément des multinationales qui essayent de leurrer le consommateur en permanence. Non, c'est des fois... alors, ce qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est du greenwashing d'exécution, c'est-à-dire qu'on va utiliser les images de la nature, le son, etc., pour essayer un peu de donner plus de naturalité à ces produits. Mais oui, sur les certifications, c'est majeur. La méfiance, elle est élevée. Maintenant, c'est aux marques de certification qui sont derrière, aux organismes qui sont derrière, à travailler finalement sur cette confiance et cette crédibilité-là. J'ai envie de te parler parce que dans la conférence que tu as donnée au sommet, excuse-moi, tu donnais des exemples de ce qui est fait ailleurs en termes d'identification locale. Il y avait la France, entre autres, et tout ça. Il y avait quand même des exemples de ce qui se faisait ailleurs. Est-ce qu'on fait bonne figure au Québec en termes d'affichage d'identification? Est-ce qu'on a à apprendre beaucoup des pays à l'extérieur? Bien, le programme qu'on a ici, ça permet d'avoir un affichage qui est intéressant. C'est sûr que ce qu'on voit dans beaucoup de pays qui vont valoriser l'achat local, on voyait surtout des pays en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande que j'ai vu. On voit souvent en Scandinavie aussi. Et en France particulièrement, parce qu'en France aussi, il y a plusieurs types de programmes. Il y a plusieurs marques d'e-commerce aussi. Origine France Garantie. Enfin, il y a beaucoup de marques de commerce qui travaillent sur ces éléments. Il y en a plus qu'ici. Ouais. Il y en a plus qu'ici. Normalement, c'est un plus gros marché, puis c'est une dimension qui quand même est importante depuis plusieurs années. C'est pas qu'il y a à apprendre. C'est sûr que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup, lorsque je fais des conférences ou des voyages, justement, prendre des photos, des vidéos qui vont permettre de comprendre comment les concepts sont mis en pratique. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de marques et de détaillants qui ont peut-être simplifié les éléments, notamment sur l'achat local, qui sont beaucoup plus orientés sur la traçabilité, l'origine spécifique. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, nous on le voit dans les études, le consommateur, ce qu'il cherche, c'est l'ultra-localité, il cherche le régionalisme. Il cherche à savoir véritablement, est-ce que ça a été produit très proche de chez moi? Est-ce que ça a été fabriqué très proche de chez moi? Parce que j'ai aussi cette fierté-là, au-delà, par exemple, du Québec. J'habite dans le Saguenay, j'habite dans les Laurentides, j'habite sur l'île de Montréal. Je veux valoriser encore plus mon microcosme à moi. Donc, on voit que les exemples à l'étranger sont beaucoup axés sur ces éléments-là. Le vois-tu autant pour l'alimentaire que le non-alimentaire? Je le vois dans les deux cas, oui. Ouais, parce qu'il y a ce sentiment, il faut arriver, je me rappelle quand j'avais montré les 3 périmètres, l'idéal, c'est avoir les 3 périmètres de l'achat local. C'est-à-dire de dire, je suis dans un environnement spécifique, qui peut être mon comté, qui peut être l'État, qui peut être la province, qui peut être la ville. Donc, arriver à baliser cet élément-là. Arriver à baliser aussi la distance. Donc, ça a été fabriqué à moins de 50, moins de 100 km. Donc, on voit des modèles d'affaires qui se développent un peu partout dans le monde, qui vont vendre que des produits à moins de 100 km, qui vont l'afficher aussi, moins de 50 km. Et il faut que j'arrive aussi à vendre l'aspect relationnel et social de qui est derrière le produit. Et ça, donc, on le voit encore très peu dans le manufacturier. On le voit dans différents exemples internationaux et un peu au Québec sur l'alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des modèles d'affaires, et souvent des épiceries, etc., qui vont vous montrer le producteur, que ce soit des simples photos, que ce soit des vidéos, que ce soit, etc. Donc, il y a un narratif derrière à amener. Et ça, on le voit quand on va notamment, et c'est là que permet, sur l'achat local manufacturier, c'est là que le commerce de proximité
répond à ce manque-là s'il n'est pas expliqué, parce qu'on va chercher un certain fabricant derrière. Donc, on peut aller directement au prix du fabricant, mais souvent, c'est des magasins qui vont vendre différents types de marques ou de produits. Je veux le voir, cet élément-là, en tant que consommateur. Je veux me rendre compte c'est qui est derrière. Parce qu'il y a une histoire, il y a un savoir-faire, etc. Ouais. Le manufacturier se rapproche beaucoup de toutes les recherches qui étaient faites sur l'artisanat. On n'est pas dans de l'artisanat, mais ça se rapproche parce qu'il y a un savoir-faire derrière, surtout si on veut valoriser la qualité du produit. Puis il y a corrige-moi si je me trompe, mais ce qu'on voit aussi dans les recherches, c'est que cette tendance à penser que l'achat local est plus cher, c'est aussi parce qu'on y attribue souvent une qualité supérieure, même si le produit est comparable. Des fois, on y attribue une qualité supérieure. Moi, j'ai une question. C'est un défi que je vois beaucoup avec les entreprises manufacturières du Québec, c'est que dans plusieurs secteurs, il y a beaucoup d'exportation. On exporte à l'extérieur du Québec. Et nous, notre vœu, c'est que les logos soient le plus possible sur les produits, parce que sur les produits, bien là, ça t'enlève la contrainte d'affichage, des fois, qui n'est pas toujours possible. Est-ce que tu penses que quand on sort du Québec avec un produit, qui a un affichage québécois sur le produit, c'est un enjeu de commercialisation à l'extérieur? En fait, là, c'est deux univers différents, parce que c'est ce qu'on peut appeler l'achat local et puis vraiment le made in à l'exportation. Ouais. Donc, dans le made in à l'exportation, ce qui va compter, c'est la perception qu'a l'étranger du Québec en termes de production. Donc là, il y a énormément d'études qui étaient sorties depuis 20-30 années. On savait que historiquement, la qualité était en Allemagne et c'est en train de diminuer justement cette perception-là. Donc ça veut dire qu'il faut faire énormément d'études déjà pour comprendre la perception qu'à l'étranger ou qu'à certains types de marchés d'une production québécoise. Qu'est-ce qu'il y a derrière une production québécoise? Ça, c'est très différent. Ensuite, je comprends tout à fait les manufacturiers parce qu'il peut y avoir de l'inéquité. Si ça devient, et c'est un enjeu majeur, l'achat local, si on nous pousse à aller finalement vers des certifications qui sont très bonnes, dans certaines catégories de consommation, c'est complètement impossible pour des manufacturiers d'avoir un approvisionnement qui est local. Exact. Mais qui est local dans le sens du périmètre qui a été choisi par les produits Québec, c'est-à-dire le Québec. On va parler avec un manufacturier en Estrie, il va vous dire, ben moi, par exemple, mon approvisionnement principal, il est de l'autre côté. Il est à l'État de New York ou il est dans le Vermont, c'est à 50-100 km maximum. Je n'arrive pas à trouver au Québec, ou si je trouve au Québec, par exemple, j'ai trouvé au Saguenay. Et là, il va se poser la question, il va dire, qu'est-ce que je dois valoriser? Est-ce que je valorise finalement ce périmètre qui a été choisi, qui est uniquement le périmètre du comté, ou est-ce que je valorise un périmètre de proximité et d'impact avec ma communauté locale, avec un transport qui va certainement être moindre, avec une dimension environnementale qui va être moindre? Donc, c'est très complexe pour les manufacturiers parce qu'il peut y avoir dans certaines catégories une inéquité parce que les matières premières ne sont pas présentes. Donc, il faut aussi gérer, lorsqu'on est un consommateur, ne pas trop taper sur les doigts de manufacturiers qui n'ont pas forcément tout le temps la capacité de le faire. Donc, si déjà il y a une transformation, si déjà il y a un design qui a été fait, si déjà il y a une partie de la production qui est faite au Québec, il faut aussi être capable que le consommateur le valorise. Mais là, ça va nécessiter une compréhension aussi. Ce n'est pas tout citoyen qui va comprendre le commerce international avec la fabrication, d'où viennent les matières premières. Donc, c'est un peu le risque. Il faut faire attention que certains ne se sentent pas lésés finalement de dire ben, « moi, je veux aller chercher la marque de commerce numéro 1, mais c'est complexe. » Puis, il y a ça, puis il y a aussi que, tu sais, des fois, la matière première n'est pas disponible du tout. Oui. Puis, des fois, je suppose que développer une expertise québécoise dans certaines catégories, c'est même pas viable. Tu sais, de dire, est-ce que c'est pensable de dire qu'on va rattraper d'autres économies, tu sais, des super puissances qui investissent depuis des années en telle catégorie de produits? Peut-être que c'est pas viable. Je pense qu'il faut faire des choix. Il y a aussi énormément d'incidences politiques. Je pense aussi que c'est des décisions politiques. Est-ce qu'il y a certains types de filières qu'on peut davantage financer pour qu'elles soient davantage locales? C'est des enjeux majeurs dans la plupart des pays, mais c'est des enjeux qui sont un peu plus complexes à comprendre pour le consommateur. Donc, il faut que le consommateur aussi ait de l'information pour se dire, dans tel type de filière, on sait qu'on est capable de produire localement. Donc, peut-être que je vais davantage favoriser ceux qui le font complètement versus ceux qui ne le font pas. Et dans des filières plus complexes, je ne vais pas défavoriser parce que je sais que c'est plus difficile. Mais ça nécessite beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation, faire comprendre que c'est un marché complexe et que c'est un marché aussi qui est vraiment lié au coût de fabrication. Donc, ça nécessite beaucoup de compréhension.
Est-ce que j'ai envie de te poser une question? Je sais, là, en ce moment, on est en novembre, les élections viennent de se terminer, les élections américaines, et là, ben, on va discuter peut-être un peu plus tard, mais tu sais comme moi que M. Trump a annoncé son désir de vouloir taxer des produits de l'extérieur de 10 je pense. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce genre de politique-là au niveau manufacturier québécois? Ben, dans la plupart des pays, on voit quand même un retour assez fort du protectionnisme. On le voit en Europe, on essaye d'éviter de perdre certains types de production qui s'en vont, qui repartent à l'étranger. Il y avait eu en France, il y a quelques années, je pense que le ministère s'appelait ministère de la réindustrialisation. Donc il y avait vraiment cette volonté-là finalement de ramener. Mais c'est complexe, la période d'inflation a amené beaucoup plus de difficultés pour énormément de manufacturiers. Oui, c'est sûr qu'on peut s'inquiéter, et c'est là que va rentrer en jeu aussi la réputation de la fabrication de certains types de filières, donc comment on est perçu à l'étranger. Donc là, c'est vraiment travailler notamment avec les agences internationales, pour mieux valoriser, mais là, il y a beaucoup de politique qui va rentrer, donc on dépasse l'aspect purement consommation de comment le consommateur perçoit mon produit. Là. Ou est-ce que cette politique-là, si elle arrive, parce qu'on ne le sait pas, est-ce que ça va mener à l'effet rebond de dire, bien, au Québec, on a envie de plus récupérer à ce moment-là, de plus consommer local? Je ne sais pas. Ben, ça peut amener à ce qu'on ait plus on revient avec plus de production locale. C'est sûr que si la plupart des pays, comme on le voit, c'est la même chose en Europe, si tout le monde se ferme sur sa propre consommation, ben, c'est sûr que ça va limiter, parce que la production... Ça va limiter, ça amènerait aussi des changements assez drastiques dans la manière dont on consomme. Est-ce qu'on est prêt à ne plus consommer une grande partie des produits chinois qui sont emmenés à bas prix, que ce soit dans la plupart des secteurs manufacturiers? Et là c'est difficile parce qu'on joue dans le portefeuille des consommateurs, parce que la plupart n'ont pas vraiment le choix. Ce n'est pas des choix éclairés qui se font vers des produits à bas coût. Non. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas le choix dans certaines catégories de produits de consommer certains biens. Donc, oui, c'est sûr que l'accessibilité, elle reste majeure là, dans n'importe quel produit plus responsable. On n'a pas le choix, ou des fois, la surconsommation se passe aussi dans des catégories de produits à bas coût. Ben, oui, surtout le cas du secteur textile est extrêmement... Je dirais que c'est le meilleur exemple, parce que si on s'auto-analyse soi-même, on fait des choix qui ne sont pas toujours très cohérents dans la manière dont on va acheter nos vêtements. Des fois privilégiant des fibres plus écologiques, des marques plus intéressantes, des marques plus locales, et puis dans certains cas, on va aller plus vers des produits à bas coût qui n'auront pas forcément la qualité qu'on va rechercher, mais qui correspondent au prix qu'on est prêt à mettre pour certains biens. Exact. On a parlé un petit peu du baromètre de l'année passée. Je sais que tu travailles en ce moment. Au moment où le balado va sortir, je pense que tu vas être dans les prochains... la sortie imminente de ton prochain baromètre. Veux-tu m'en parler un petit peu? Oui, ben, de manière exceptionnelle, hein, ça fait 15 ans. C'est la 15e édition. C'est toujours sorti la dernière semaine du mois de novembre, hein, juste la semaine du Vendredi fou. Mais de manière exceptionnelle, on va avec une édition qui va être assez différente, qui va sortir finalement cet hiver au printemps. Parce que... on est arrivé à un moment un peu charnière. Ça fait 15 ans que nous, on analyse de manière longitudinale la consommation responsable. Je ne dis pas qu'on sait tout, mais on comprend quand même le phénomène. On comprend ses problématiques, on comprend ses enjeux, on comprend les leviers de changement comportementaux. Puis on est peut-être arrivé à un moment donné où, 15 ans après, comment on peut vraiment, si on veut accélérer le phénomène, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on sait que la population, elle est sensibilisée, elle comprend, elle a des intentions relativement élevées, mais il y a plein de mécanismes qui font en sorte qu'on ne passe pas à l'action sur différents types de pratiques et différents types de consommation. Vient se rajouter là, bien entendu, l'inflation. Même si elle diminue, on voit très bien à l'heure actuelle que quand même, il y a une perception que son pouvoir d'achat continue à baisser. Et vient aussi ce que moi j'appelle l'éco-fatigue, c'est-à-dire qu'on a perdu énormément de citoyens. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup culpabilisés, on nous a demandé de changer, on nous a demandé d'évoluer. Et il y a un peu, oui, une perte de croyance qu'on est capable... par soi-même de faire un certain type de changement. Donc il y a un certain cynisme ambiant qui est utilisé aussi par beaucoup de politiciens un peu partout dans le monde. Donc oui, je pense que c'est le moment de se réfléchir, tous les acteurs intéressés, que ce soit public, parapublic, associatif et les marques engagées aussi. C'est que si on veut amener vers plus de changements au niveau de la consommation responsable, il faut peut-être s'y prendre différemment. Il faut peut-être avoir un narratif différent, plus positif. Et puis quelque chose comme moi, j'ai souvent été... pas contre, mais je trouvais que la régulation n'était pas la solution. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques où il n'y aura plus le choix de réglementer beaucoup plus à la fois les entreprises, mais réglementer aussi les citoyens, parce que
Il y a des comportements, on sait très bien qu'il faut qu'on les fasse, mais on ne les fait pas. Donc, à un moment donné, il faut un certain courage politique aussi pour mettre en place des réglementations qui ne sont pas très populaires. Mais que si on veut un véritable changement, on n'a pas le choix sur certaines catégories de pratiques plus responsables. OK. Comme quoi, par exemple? Ça peut être des éléments, par exemple, comme le compostage. On sait très bien que c'est un effort qui est très important. On sait que ce qui joue beaucoup, c'est, je dirais, la facilité des processus qu'on nous met en place. Mais si je prends l'exemple, par exemple, si on prend un citadin qui est à Montréal, dans un immeuble d'appartement de condo, là, la mairie nous a amené maintenant des petites boîtes, mais ça veut dire que ces petites boîtes-là, il faut qu'il y ait un composteur, il faut trouver où c'est qu'il est dans son quartier, etc. Donc, en fait, finalement, c'est des comportements qui ne sont pas faciles à mettre en place, qui nécessitent beaucoup d'efforts pour le citoyen, et que si on ne met pas en place un processus facilitant, ça devient très compliqué. Même chose pour, je dirais, tout ce qui est... dépasse le recyclage, mais tout ce qui est la consigne, etc., nous, on le voit dans nos études, c'est des comportements très difficiles. Ce que voudrait le citoyen, c'est qu'on vienne à sa porte chercher les produits. Alors, il y a des entreprises qui ont ce genre de modèle-là d'affaires, souvent entre entreprises, c'est-à-dire qu'elles vont aller chercher directement chez les entreprises certains types de matières à récupérer. Mais nous, on le voit dans les études, le citoyen, il voudrait ça. Il se dit, tu veux récupérer les piles, tu veux récupérer mes canettes, tu veux récupérer mes anciens appareils électroniques, etc. Oui, j'ai vu la campagne, j'ai vu qu'il y a une application, mais bon, ça serait bien si tu venais le chercher devant ma porte, parce que ça serait plus pratique pour moi. Donc, c'est des comportements où l'effort cognitif est important pour le consommateur. Donc, oui, il y a beaucoup de choses où les réglementations vont devenir importantes, et puis parce que un changement d'habitude nécessite vraiment, en fait, des fois qu'on nous l'impose en tant que citoyen. Intéressant. J'ai une dernière question pour toi qui me vient en tête. Tu as mentionné il y a quelques minutes Vendredi fou, le Black Friday qui s'en vient, tout ça. Je sais que quand on va diffuser le balado, ça va être passé, là. Puis c'est un dilemme auquel tu dois peut-être pas faire face comme consommateur, mais peut-être que tu as déjà été exposé à, OK, est-ce qu'on profite de cette occasion-là pour diriger le consommateur vers de l'achat québécois, de l'achat responsable, ou au contraire, on devrait taire tout effort publicitaire parce que c'est déjà une période de surconsommation? C'est difficile parce que, nous, on a fait beaucoup d'études sur ce qu'on appelle des périodes extrêmes de consommation. Donc, le Vendredi fou, les fêtes de Noël, la Saint-Valentin, Halloween, tout ce qui est commercialisé. C'est assez classique. Ce qu'on voit, et c'est assez logique, c'est comme dans les expériences touristiques. C'est-à-dire que dans ces moments-là, on perd une partie de notre responsabilité. C'est-à-dire que même si on est un consommateur responsable, ça diminue. Donc, en fait, tous nos efforts vont diminuer parce qu'on est amené dans une période d'extrême. On est beaucoup plus sollicité, nos sens sont sollicités, les rabais, etc. Donc, on va déjà perdre une partie de notre sensibilité et de nos pratiques quotidiennes. On va moins consommer responsable pendant ces périodes-là. Ensuite, tout a été essayé. Par exemple, si je prends l'exemple du Vendredi fou, toutes les tactiques qui ont été faites souvent par des associations, finalement, de faire de la déconsommation, pas consommer, je pense que c'est un peu irréaliste. Parce que, surtout en période d'inflation, ça va être certainement le seul moment où beaucoup de catégories de citoyens vont être capables de se faire plaisir, d'acheter des biens pour faire des cadeaux, etc., à des tarifs, à des prix beaucoup plus abordables. Donc, essayer de culpabiliser le consommateur sur sa consommation, sa surconsommation, ça me semble très difficile pendant ces périodes-là. Par contre, depuis quelques années, on voit le vendredi vert, on voit... Ouais. Donc, profiter, lorsqu'on est une marque et ou un organisme, qu'on a une certaine crédibilité, pour amener ce jour-là, par exemple, il y a des marques qui vont décider « je ferme le vendredi fou ». Ouais. Ça peut être une solution, mais la solution, ça peut être peut-être de dire, nous, ce jour-là, on va vous proposer que des produits reconditionnés. On va vous proposer que des produits de seconde main. On va vous proposer que des produits... alors, si c'est déjà l'ADN de l'organisation, tant mieux. Mais c'est peut-être aussi une occasion, et peut-être aussi de sensibiliser, peut-être, je ne sais pas, à la durabilité d'un bien, faire des ateliers de réparation. Donc, je pense que oui, il y a un momentum, et pour l'achat local, c'est sûr que pour moi, je pense que c'est vraiment le momentum de prendre la parole là-dessus et peut-être d'avoir des campagnes encore même plus fortes, c'est-à-dire de faire je sais pas, une rue spéciale dans certaines villes sur l'achat local. Je pense qu'il faut amener à ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'une identification qui soit très forte. Il faut vraiment que je montre aux consommateurs. Et là, va venir aussi, je veux savoir en tant que consommateur, pour moi, ce qui est déterminant, c'est l'empreinte économique de mon achat local. Je veux savoir si j'achète ce produit-là, est-ce que j'ai sauvé des emplois? Est-ce que j'ai créé des emplois? Comment je participe finalement à mon économie locale? Et ça, c'est très complexe
Parce que cette information-là, il faut être capable de l'avoir lorsqu'on est... Très complexe. Il faut calculer. Et ensuite, même si on a cette information en tant que manufacturier ou en tant que détaillant, il faut que je sois capable de la diffuser d'une manière compréhensible et simple auprès de ma clientèle. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, c'est compliqué. Parce qu'on l'a fait, cet exercice-là, avec l'étude dont je te parlais en janvier dernier, auprès de 10 produits à peu près. Les entreprises devaient nous donner leur marge, pour qu'on arrive à ce calcul-là. Puis le calcul final n'est pas nécessairement digeste pour le consommateur. Fait qu'il faut arriver à dire, OK, mais des emplois soutenus, un PIB, des bénéfices avant impôt, ça veut dire quoi? Et c'est là qu'est le défi pour rendre ça digeste. Fait que, mais je trouve que c'est vrai, tu as raison. Très compliqué. Ça peut être un affichage tel que, par exemple, sur les étiquettes carbone qu'on vend en Europe, avec un fléchage, avec certains types d'informations. Généralement, ils utilisent 3 types d'informations. Ça peut être des exemples que j'avais montrés lors de la formation. Il y a certaines entreprises qui font des empreintes vraiment économiques, c'est-à-dire comme dans le commerce équitable, elles vont dire sur le prix de ce bien-là de 50 $, voici comment tout est mis dans la production, l'approvisionnement. C'est une tarte, là, qui est... C'est vraiment une tarte. Et à la fin de comprendre, regardez, en commercialisation, on met tant d'argent. Nous, notre marge sur le 50 $, par exemple, c'est 4 $. Donc, c'est vraiment faire comprendre aux consommateurs, regarde, nous, on a une transparence complète sur la vente de notre bien. Et là, c'est peut-être un peu moins compliqué à comprendre pour le consommateur que les emplois, le PIB, ça, c'est assez difficile. Par contre, ça nécessite, c'est comme dans le cycle de vie, ça nécessite qu'il y ait vraiment une analyse qui soit faite en profondeur par un manufacturier. C'est pas si facile que ça. Il faut toutes les données, il faut prendre le temps, etc. Donc souvent, c'est des plus gros joueurs qui vont avoir cette capacité-là. Mais oui, l'idéal, ça serait vraiment d'avoir cette empreinte-là, comme dans le commerce équitable, de dire, voici dans le produit tout ce que nous, on a utilisé, pour faire en sorte aussi, et peut-être pour expliquer, si vous payez ce prix-là, voici ce que ça permet. Et peut-être que notre bien, il est, je ne sais pas, légèrement plus cher que certains de nos concurrents, mais nous, on vous explique. Ça prend toute une transparence aussi. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui sur la consommation, et encore plus la consommation responsable, c'est la question de transparence. Donner toute l'information, être perçu comme authentique, être perçu comme pertinent. Je veux qu'un bien fabriqué localement, il soit pertinent pour moi. À la fois, il m'amène certains éléments symboliques, il rejoint certains types de mes valeurs, mais je veux aussi qu'il ait un impact économique. Et idéalement, si en plus il pourrait avoir un impact environnemental, c'est vraiment le gros lot. Mais là, c'est difficile. Exact. C'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Je discuterai avec toi encore une couple d'heures, mais je vais arrêter ça là aujourd'hui. Je veux savoir, est-ce que toi, tu aurais par hasard une question pour moi? Je t'offre cette opportunité. Quelles seraient les évolutions prochaines, les étapes prochaines au niveau de la marque de certification? Est-ce qu'il y a déjà comme un plan qui est établi sur 3 ou 5 ans? Comment on voyait ça? La vraie réponse à ça, c'est qu'il y a effectivement un plan 3 ans qu'on a fait dans un exercice stratégique et tout ça. Puis je suis obligée de te dire que quand tu lances une organisation, un plan 3 ans, ça devient un plan 1 an, 1 an et demi, parce que tu te rends compte, tu apprends tellement de choses chaque année que tu réajustes. Tu ne peux pas ne pas réajuster puis faire fi de tout ce que tu apprends. Fait que je dirais qu'on n'est pas loin de ce qu'on avait nécessairement rédigé, mais il y a quand même des choses qu'on repriorise un petit peu. Fait que tu as mentionné des choses aujourd'hui qui sont sur le plan. Le fait de rendre une communication plus accessible sur les impacts, ça fait partie des choses qu'on veut faire. Le fait l'aspect notoriété, c'est sûr que c'est un élément qui est hyper important. On investit quand même beaucoup en marketing, en communication pour se faire connaître, pour être crédible, pour être positionné comme une référence. Donc, on n'arrêtera pas du tout de faire ça. Mais on va aussi, par exemple, s'attarder, on va commencer à travailler sur ce que je vais appeler un peu plus le B2B. On a vraiment mis nos efforts sur la communication consommateur parce que c'était la porte d'entrée la plus facile. Mais là, après ça, il y a OK, mais les entreprises qui en approvisionnent d'autres, comment qu'on fait pour avoir un impact sur ces entreprises-là? Le gouvernement, les institutions publiques qui commandent des biens, comment qu'on fait pour faire notre place à l'intérieur de tout ce système-là qui est quand même assez complexe pour qu'eux-mêmes recherchent des produits qui sont vérifiés? C'est pas simple non plus. Fait que ça va être des grands chantiers. Des grands chantiers qui vont venir, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein de choses. Tout est à faire. Tout est à faire. Fait que la beauté, c'est juste qu'il faut rester en mode agile, puis être humble, puis dire, OK, on a appris des choses, prenons du recul et non pas, restons avec notre plan qu'on a fait il y a 2 ans. Non, regarde, comprenons ce que aussi les entreprises, les entrepreneurs nous disent par rapport à l'utilisation des marques et soyons agiles là-dedans. C'est comment les produits du Québec voient finalement son évolution
avec des signatures qui existaient déjà avant dans certains types de secteurs manufacturiers, notamment la Quincaillerie avait déjà fait la Quincaillerie, les Meubles du Québec, Meubles du Canada. Parce que finalement, ces signatures-là, elles étaient intéressantes. Elles sont intéressantes. Souvent, c'est des programmes plus simples. Hein, c'est logique. Hein, lorsque des associations industrielles ou des détaillants, des fois, vont se regrouper aussi pour faire des signatures. Comment les Produits du Québec voient finalement la cohabitation puis le travail qui pourrait être fait en commun? Comment, en fait, on pourrait encore plus valoriser, finalement, ces secteurs d'activité? Oui. C'est une bonne question. Je pense que pour la réponse n'est pas unique, dans le sens où il y a des cas où il y a des synergies qui sont plus claires, parce que des fois, les territoires sont complémentaires aussi. Tu dis, tu parlais de la Quincaillerie. La Quincaillerie a une marque de certification qui est canadienne. T'sais, on est québécois. Ils ont des aspects qualitatifs qu'on n'a pas. Fait que, je vois certaines complémentarités. Pour d'autres, sans nommer d'industrie nécessairement, là où ça devient plus du cas par cas, c'est que des fois, c'est un identifiant québécois avec aucune vérification. Fait que là, quand il n'y a aucune vérification, moi, c'est un peu la valeur ajoutée que j'ai, c'est que je vérifie, puis c'est un saut de qualité. Fait que j'aurais de la difficulté à dire, associons des logos qui n'ont pas nécessairement la même valeur, et là, nous, on a peut-être à perdre à l'intérieur de tout ça. Fait que je pense que il y a de la place pour des identifiants, mais je pense qu'il faut travailler dans un but commun, celui d'avoir un point de repère crédible pour le consommateur. Puis je pense qu'à un moment donné, il y en a beaucoup en ce moment. Il y a peut-être une place à en avoir un peu moins pour être plus forts ensemble. T'sais. Sinon, j'ai une dernière chose pour toi. C'est pas une question, mais c'est un cadeau. Ah. Chaque fois que je reçois quelqu'un ici, je veux toujours faire découvrir un produit qui a obtenu une marque de certification chez nous. Je ne sais pas si tu connais Unscented Company. Oui, je connais bien. Probablement. On les a dans les magasins depuis le lancement de la marque. Comme il y a toujours des nouveaux produits. Je ne sais pas. Moi, celui-là, je ne l'avais pas essayé. C'est des pastilles pour la lessive. Et Unscented, évidemment. Oh, oui, puis un emballage qui est assez récent aussi. Il y a des évolutions qui sont assez intéressantes. Exact. Fait que, écoute, tu ne le découvriras peut-être pas, mais sinon, ça te fait un produit de plus. Une entreprise qui est fabriquée au Québec et qui est dans la salle, je pense, à peu près. Fait que super dynamique. Annie, qui est vraiment l'achat local, mais plus que ça, l'achat responsable, l'approvisionnement québécois, ça fait vraiment partie de leur ADN. Fait que ça me fait plaisir de te l'offrir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci.